Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Journal sur TV 78, les titres de ce mercredi 20 septembre. Changement à la tête du Front National des Yvelines, Mathilde Androuet est la nouvelle secrétaire départementale du FN 78. Elle remplace François Siméoni dans un contexte de tension au sein du parti au niveau national. Réaction dans cette édition. Un événement sportif et solidaire, le 5e triathlon national en duo, se tient samedi au domaine du Château de Versailles. Particularité, ce sont des binômes non-voyants qui y concourent. On en parle avec Dominique Rocheron, participante, et Bernard de Gonneville, président du comité des Yvelines de l'association Valentin AUI, organisatrice. Et puis côté sortie, une nouveauté pour la rentrée. L'Académie équestre de Versailles vous propose de visiter ses coulisses avec un guide conférencier. Vous pouvez découvrir tous les secrets du lieu fondé par le chorégraphe Bartabas. Mais avant d'ouvrir ce journal, le comité interministériel sur le handicap s'est conclu par une annonce du Premier ministre Édouard Philippe. L'AAH, l'allocation adulte handicapé, sera revalorisée. Aide mensuelle pour les personnes en situation de handicap, elle passera à 900 € au 1er novembre 2019 et 860 € dès novembre 2018. Augmentation bien accueillie par les bénéficiaires yvelinois, même s'il reste encore beaucoup à faire. Écoutez. Hélas, je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de choses qui n'ont pas été traitées par le gouvernement, justement. Donc, je voulais juste parler de la dotation d'État qui va être pas supprimée totalement, mais très réduit. Ce qui va être, on parle de 300 millions de cette année, qui a quand même été retiré dans les collectivités, ce qui va empêcher les communes, aggravation dans les communes pour la mise en accessibilité. Alors qu'on attend, ça fait des années et des années qu'on attend, on est vraiment déçus de cette chose qu'on ne prend pas en compte. L'AAH concerne en France plus d'1 million de personnes en situation de handicap. Je vous le disais dans les titres, le Front National des Yvelines a un nouveau patron. La conseillère régionale de Mathilde Androuet, 32 ans, a été nommée secrétaire départementale du FN 78. L'ex-candidate aux législatives remplace François Siméoni, en poste depuis mai 2016. Et décision actée lors d'un bureau politique extraordinaire cette semaine à Paris. Changement de tête comme dans 9 autres fédérations départementales au moment d'une crise en interne au parti frontiste. Dans ce contexte, il est donc important pour Mathilde Androuet de fédérer autour d'elle. Très personnellement, j'ai toujours été très adepte du dialogue, de l'unité de tous les patriotes, au-delà même des sensibilités ou des sociologies qui peuvent être très diverses. Et pour cela, les Yvelines sont très intéressantes à ce niveau-là parce que c'est aussi une diversité dans la géographie, une diversité dans les styles. Vous avez des villes comme Trappes, les Mureaux, mais vous avez Versailles. Et puis vous avez aussi l'immensité des petites communes de campagne, quasi-ruralité. Donc voilà, c'est cette diversité-là. Il faut savoir parler à tous ces gens-là. Il faut savoir aussi parler à toutes les tendances. Et voilà, je pense que j'ai aussi été choisie pour ces raisons-ci. Contacté par notre rédaction, François Siméoni n'a pas donné suite à nos sollicitations. Les sénatoriales approchent J-4 avant le scrutin au programme ce dimanche. Et dernier focus ce soir sur les candidats aux élections. La gauche qui part divisée pour ce scrutin dans les Yvelines. 4 listes au total sont en lice pour obtenir des sièges de parlementaires. Les explications de Nicolas Kirillovitz et Nicolas Dandry. Ils étaient unis dans 5 circonscriptions des Yvelines lors des dernières élections législatives. Communistes, écologistes, socialistes et radicaux de gauche partent divisés dans la course aux sénatoriales. Nelly Dutu conduit la liste L'Humain d'abord du Parti communiste, avec en point d'orgue la défense du progrès social. Aujourd'hui, on ne peut que constater que nos projets ne sont pas encore assez communs. Notre objectif n'est pas encore assez commun pour avoir trouvé la candidature commune. Même constat pour l'ancienne députée écologiste de la 10e circonscription des Yvelines entre 2010 et 2012, Annie Pourcinoff. Elle présente la liste Europe Écologie Les Verts dans ses élections sénatoriales. Chacun veut être sur ses positions, garder la tête de liste. S'il n'y a qu'un élu, ça doit être moi. Et chacun disant ça, on est dans une impasse. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Et puis, par ailleurs, ça permet aussi de mieux connaître les convictions des uns et des autres. C'est vrai que l'écologie, c'est quand même quelque chose de très différent du reste des programmes de nos collègues.
Pour le Parti socialiste, la liste unie à gauche pour les Yvelines sera conduite par Sandrine Grandgambe. Objectif, obtenir au moins un siège de sénateur. Le Parti socialiste reste le parti qui a le plus d'élus à gauche dans ce département. Donc nous, on appelle l'ensemble des élus à, s'ils veulent qu'il y ait une vraie pluralité au Sénat, s'ils veulent que vraiment on puisse avoir un vrai débat démocratique et que la gauche soit représentée, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités que de renforcer la liste que je présente. De son côté, le PRG présente une liste de rassemblement de la gauche, des écologistes, du centre et des indépendants. Nous avions des réserves vis-à-vis du gouvernement, nous avions des réserves vis-à-vis des positions exprimées par une partie de la gauche, puis nous avons notre propre identité. Mais nous ne sommes pas seuls, le PRG, puisque nous avons rassemblé 4 autres partis autour de nous. Et nous souhaitons que cette gauche, cette ouverture au centre, soit aujourd'hui représentée, visible, mais aussi et surtout entendue par les élus du territoire. Le risque de cette division, la gauche pourrait perdre les 2 sièges détenus jusqu'à maintenant. Catherine Tasca a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Philippe Esnol, lui, présente une liste composée d'élus locaux de centre droit. À noter enfin, aucune candidature de la France insoumise a été présentée dans les Yvelines dans le cadre de ce scrutin. Et pour refermer cette page politique, l'Île-de-France n'oublie pas Simone Veil. L'hémicycle du Conseil régional sera rebaptisé au nom de l'ancienne ministre décédée en juin dernier. La cérémonie se tient demain en ouverture de séance à 15h en présence du président du Parlement européen et de l'un des fils de Simone Veil. Et direction maintenant le camp militaire de Versailles-Satory. Des députés de la nouvelle commission de défense nationale ont été invités sur le site ce mardi matin. L'armée de terre a présenté à cette occasion son armement et ses différentes actions sur le territoire français et étranger. Retour sur cette journée avec Mickaël Elmidoro. L'armée de terre en opération séduction sur le camp militaire de Versailles-Satory. Pour la première fois, les responsables ont invité ce mardi 19 septembre les nouveaux députés de la commission défense nationale, un groupe renouvelé à 90% en juin dernier. On a un vrai défi relationnel et d'acculturation vis-à-vis de ces nouveaux députés. Et ensuite parce qu'on va sans doute écrire une nouvelle page de notre histoire militaire avec un regard tourné sur la remontée en puissance de nos forces. Et donc c'est un projet qu'on va construire ensemble. Les élus ont pu voir des blindés, des drones, des démonstrations de déminage et des dizaines d'armes. Dans le plus ancien, nous avons le FRF2, qui est un fusil de tireur de précision, et nous avons la Minimi, une mitrailleuse légère ici, qui toutes les deux sont en dotation maintenant depuis plus de 20 ans dans nos armées. Au total, 5 ateliers de 20 minutes étaient organisés sur la matinée, un programme nécessaire selon les 30 députés présents. Quand on est à la commission de la défense nationale et des forces armées, il est important de savoir à quoi correspondent ces forces armées. On voit ici les matériels qui servent à nos forces armées et puis on peut échanger avec les militaires sur leurs préoccupations et leurs besoins. C'est très important et puis ça nous permet de voir l'évolution, de nous impliquer et de pouvoir en parler avec encore plus de fierté. Les députés devraient voter dans les prochains mois une hausse du budget de la défense de 1,6 milliard d'euros par an sur l'ensemble du quinquennat. Des chiffres qui pourraient permettre à la France d'avoir la première armée européenne et la deuxième au monde selon le président Emmanuel Macron. La Ryder Cup, c'est dans moins d'un an. La Coupe du Monde de golf est le 3e événement le plus regardé au monde. Un enjeu majeur pour les professionnels du département. La CCI Versailles-Yvelines, Chambre de commerce et d'industrie, organisait un speed meeting business pour faciliter les rencontres entre les acteurs. Mélanie Poquet. Ils sont hôteliers, gérants de golf ou encore restaurateurs et participent à la première réunion de la CCI Versailles-Yvelines autour de la filière golfique. En ligne de mire, la Ryder Cup de Saint-Quentin en Yvelines. Il faut plus voir la Ryder Cup comme étant une extraordinaire opportunité pour valoriser le golf dans les Yvelines. Pourquoi ? Parce que la Ryder Cup, en fait, c'est le 3e événement sportif le plus médiatisé au monde. Que le golf en France, le golf français n'est pas très connu dans le monde, hein, tout simplement. La France n'est pas une destination golfique pour les clientèles étrangères et que justement la Ryder Cup va pouvoir mettre en avant cette filière. Environ 70 000 visiteurs seront attendus par jour sur le golfe de Saint-Quentin en Yvelines. Imaginez des packages, faire remonter des besoins. Plus d'une centaine de professionnels ont échangé durant cette matinée. Des packages avec une synergie hôtelière qui me paraissent extrêmement importants, ainsi qu'une remise en question des services qu'on apporte à nos propres clients, voire surtout les clients étrangers, et se remettre en question, est-ce qu'on est à la hauteur de leur vision du golf, de ce qu'eux recherchent, et de bien sûr développer de nouveaux services.
D'autres réunions sont prévues durant l'année. Le premier coup de putter de la Ryder Cup sera donné le 28 septembre 2018. Ils ont pour objectif Las Vegas. La finale du challenge Paris-Saclay CES 2018, c'est demain. C'est à partir de 18h30 au Royal Factory à Versailles. 6 startups innovantes s'affrontent pour gagner leur billet au CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas l'an prochain. On en parle avec nos deux invités, Gérard Bachelier, président de la CCI Versailles-Yvelines, qui organise ce trophée, et Lambert Trénora, CEO de Girolift, startup finaliste qui est basée à Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir messieurs. On commence avec une question pour vous, Gérard Bachelier. Pourquoi avoir monté ce challenge Paris-Saclay ? Ce n'est pas le premier challenge pour le CES Las Vegas, puisqu'on en a organisé un l'année dernière. Pour 2017, on a emmené 2 lauréats donc à Las Vegas pour assister au CES de 2017. Alors ces challenges sont organisés dans le cadre de la plateforme OpenInnov, qui est une plateforme qui a été créée il y a 2 ans par la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Et donc nous organisons régulièrement des challenges et des soirées de rencontres qui s'appellent Happy Innov. Et ce challenge CES, on a souhaité l'organiser dans le cadre justement spécifique de Paris-Saclay, parce qu'on pense que Paris-Saclay, c'est important pour le développement économique des 2 départements des Yvelines et de l'Essonne. Et de l'Essonne. Et donc, on a cette nécessité de mettre en avant justement les entreprises innovantes de Paris-Saclay. Et on a donc reçu 40 dossiers. On a sélectionné 6 finalistes et qui se présenteront demain donc, à une soirée Happy Innov. Il y aura 2 lauréats qui seront amenés, désignés et emmenés à Las Vegas. On leur paye le voyage et l'hôtel à Las Vegas. Alors Lambert Trénora, CEO de Girolift, déjà vous pouviez peut-être présenter en quelques mots votre start-up. Elle développe une technologie novatrice qui est basée sur la mobilité inclusive, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a développé une solution de mobilité innovante qui permet à des personnes à mobilité réduite de se déplacer aussi bien assis que debout. Donc, personnes à mobilité réduite au sens large, donc ça va de la personne en situation de handicap à la personne avec vieillissante ou avec un handicap moteur léger. Et pourquoi justement vous êtes vous aligné sur ce challenge ? Pourquoi y participer ? Alors, déjà, comme vous l'avez dit, je suis basé à Montigny, donc la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines, c'est ma deuxième maison. Mais en fait, on rentre typiquement dans le scope, que ce soit donc, du CES, de ce qui a été indiqué par rapport à Paris-Saclay. Il faut savoir qu'on est une start-up qui est issue de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qu'on est accéléré à l'IXUP, l'accélérateur de l'école polytechnique, que j'ai suivi une formation à HEC Paris. Donc voilà, on est en plein dans le bassin Paris-Saclay. Dans ce bassin de Paris-Saclay. Ouais. Alors justement, Gérard Bachelier, demain, comment va se dérouler cette finale ? Il y a 6 finalistes. Girolift que j'ai dit, mais il y a également Energy Square, Muna, PostMe, Tempo et Unsupervised. Comment va se dérouler cette finale demain ? La soirée va se passer en 2 temps, en fait. Il y a des interventions préalables de plusieurs personnes, de Xavier Dalloz en particulier, qui est le correspondant au CES français à Las Vegas et qui va présenter l'intérêt d'aller justement au CES Las Vegas. On aura d'autres présentations qui vont donc d'Orange et aussi de DF Lab qui vont présenter les intérêts aussi du CES Las Vegas 2018, mais ce qu'ils réalisent avec des startups eux-mêmes. Voilà, donc là, dans la deuxième partie se déroulera avec justement les présentations les pitchs des finalistes. Et donc un choix va être réalisé par le public. Donc il y a 2 prix, en fait, un prix du jury qui a déjà été choisi, mais qui n'a pas été révélé, et puis un prix du public. Donc les 2 prix sont remis demain pour les 2 lauréats qui vont être emmenés à Las Vegas. Donc voilà. Très rapidement, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Aller au CEO de Las Vegas, ce serait quelque chose. Alors, c'est pas le CEO, pardon, c'est le CES, désolé. Le CES d'aller à Las Vegas, ça représente quoi pour une start-up comme la vôtre ? C'est une énorme visibilité. C'est le show numéro 1 sur des technologies comme le nôtre, par exemple hardware, etc., software. Donc, c'est vraiment une énorme visibilité. Et puis, c'est un premier pas qui sera fait sur le marché nord-américain, parce que c'est un des marchés qu'on tente d'accéder le plus rapidement possible après l'Europe.
Merci Lambert Trénora d'avoir été avec nous et merci également à Gérard Bachelier. Lambert Trénora, CEO de Girolift, la start-up qui est finaliste demain du Challenge Paris-Saclay CES Las Vegas, et Gérard Bachelier, je vais y arriver, le président de la CCI Versailles-Yvelines qui organise cet événement. Merci à vous deux. Merci. Autre événement jusqu'au 24 septembre, c'est la semaine nationale du chien guide, l'occasion pour les écoles d'échanger avec le public. À Buc, le centre d'élevage et d'éducation des chiens guides de Paris recherche des familles d'accueil. Leur rôle est essentiel dans la formation du chiot. Camille Lambert a rencontré Mewel, une chienne d'1 an qui aidera bientôt une personne malvoyante. Mewel, non. Mewel, assis. Allez, à ta place. À ta place. Oui, assis. Voilà, ça c'est bien ça. Ce n'est encore qu'une élève, mais à 11 mois, Mewel se débrouille comme une pro. Rester à sa place, ne pas courir auprès de ses congénères et marcher au pied, un enseignement complet pour faire d'elle un bon chien guide. Agnès, sa famille d'accueil, suit ses progrès depuis ses 3 mois. Est arrivée Mewel donc au mois de février, juste avant le départ en vacances au ski. Donc elle a commencé, elle est arrivée 3-4 jours et elle est partie tout de suite avec nous à la montagne. Et en fait, depuis le début, tout se passe vraiment très très bien. C'est vraiment une très bonne élève. Enfin, moi, je suis un peu vraiment subjuguée par les capacités et les compétences qu'elle peut avoir. Et viens! Bah oui, tu viens! Bah oui! Le rôle d'Agnès dans la formation de Mewel est essentiel. C'est elle qui lui apprend les bases de l'éducation et la familiarise avec d'autres environnements. La future chien guide est suivie par un éducateur. Bientôt, Mewel passera 6 mois à l'école de Buc. Elle sera ensuite remise à une personne déficiente visuelle en fonction de son caractère. La personne qui s'occupe des dossiers des déficients visuels et qui les connaît arrive déjà à faire un peu « Ah, celui-là, il irait bien, cette personne-là. On va essayer en attendant qu'il est en éducation. On va essayer en termes de rythme, en termes de feeling, est-ce que ça passe ?» Et puis, après, on organise les remises. Notre problème à l'heure actuelle, c'est effectivement que nos déficients visuels, ils sont en temps d'attente de 2 ans environ avant d'avoir un chien guide, parce que l'éducation prend énormément de temps. Chaque année, les chiens guides de Paris remettent 45 de leurs compagnons. Encore 120 personnes sont en attente. Ces chiots n'ont que quelques mois, mais eux aussi deviendront de véritables guides pour leurs futurs maîtres. L'école recherche des familles d'accueil pour en prendre soin. Sport, mais aussi solidarité. Le 5e triathlon national en duo se tient ce samedi à partir de 8h30 au domaine du château de Versailles. Particularité de cet événement organisé par l'association Valentin AUI, les coureurs sont en binôme non-voyant et voyant. 50 binômes seront présents au programme 3,6 km de course à pied, 10 km en tandem et 1,5 km en canoë-kayak. Bonsoir Dominique Boucheron. Bonsoir. Vous êtes aveugle et allez participer justement à ce triathlon samedi. On va en parler dans un instant. Et bonsoir Bernard de Gonneville, bonsoir. Président du comité des Yvelines de l'association Valentin AUI qui vient en aide aux personnes déficientes visuelles. Justement, un petit mot déjà pour commencer sur cette association. Quelles sont ses différentes missions ? Oui, bonsoir. L'association Valentin AUI est la plus ancienne association qui vient en aide aux aveugles et aux déficients visuels puisqu'elle a été fondée sous Louis XVI. Valentin AUI était un gentilhomme d'origine hollandaise qui vivait à l'époque de Louis XVI et qui s'est rendu compte que les aveugles ne devaient pas être des parias, mais que si on s'occupait d'eux, on pouvait les aider à retrouver une vie normale. Et donc il a fondé à l'époque ce qu'on appelait l'Institut Royal des Aveugles, qui est devenu maintenant l'Institut National des Jeunes Aveugles, qui existe toujours à Paris, à côté de l'hôpital Necker. Et puis cette association, après, s'est développée au niveau de chaque département, et en particulier au niveau des Yvelines, dont j'ai la responsabilité. Et la déficience visuelle est un vrai problème en France, puisqu'on compte en France environ 70 000 aveugles et 2 millions de déficients visuels, et que ces chiffres ne font qu'augmenter avec le vieillissement de la population. Et justement, alors sur cet événement, on est sur du sport. Est-ce que c'est finalement un bon moyen aussi d'intégration sociale, d'épanouissement pour ces personnes ? C'est aussi pour ça que ce moyen du sport a été choisi ? Oui, le but de notre association, c'est agir pour l'autonomie. Et donc, pour aider les déficients visuels ou les aveugles à acquérir de l'autonomie, il y a de la formation, il y a de l'informatique, il y a des sorties et il y a du sport. Parce que le sport est un très bon moyen de retrouver l'autonomie. Je pense que Dominique va en parler
en connaissance de cause. Justement, Dominique, pour ce triathlon en duo, c'est votre première participation ou là... Non, c'est la 5e. C'est la 5e. Vous l'avez fait depuis l'origine. Pourquoi ouais, se lancer dans ce défi, finalement, ce triathlon en duo? Vous l'avez dit, c'est un défi. C'est un défi. J'ai pratiqué le sport quand j'étais jeune et je l'ai arrêté parce que la déficience visuelle s'installait. J'avais l'impression que plus rien n'était possible. Oui, et puis, il y a une petite dizaine d'années, je me suis remis au sport par l'intermédiaire du tandem. Et s'est présenté ce premier triathlon en 2010 où pour moi c'était le défi à relever. Est-ce que j'étais capable d'enchaîner 3 épreuves, oui, dont 2 que je ne pratiquais pas du tout. Parce qu'on rappelle, il y a de la course à pied, du vélo en tandem et du kayak. J'étais jamais montée dans un kayak. Et puis donc le premier défi, c'est envers soi-même, se dire est-ce qu'on est capable de... Et puis aussi montrer aux autres que certes on est déficient visuel, certes on est porteur d'un handicap, mais on est aussi capable de faire des choses et notamment faire du sport. Et c'est aussi une excellente journée de partage avec des voyants qui donnent leur temps pour nous et très, très belle journée, quoi. Personne voyante avec qui vous allez être en duo. Comment on se prépare pour ce genre de défi? Vous l'avez dit, c'est un défi. Le binôme, on le rencontre auparavant. Il faut se préparer avec lui. Comment ça se passe? Il y a deux possibilités. Soit ce sont des guides que l'on connaît de longue date, avec qui on pratique déjà du sport. D'accord. Voilà. Soit on le découvre le jour même. Il suffit un petit peu d'entraînement parce que, évidemment, alors un vélo, c'est facile. On est derrière et on se laisse entre guillemets guider, mais pour la course à pied, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et il y a une technique de guidage que chaque aveugle ou malvoyant possède, et il faut que le guide s'y adapte. Donc c'est un petit peu d'entraînement avant, mais c'est avant tout beaucoup de vigilance de la part du guide qui doit avoir les yeux pour 2 personnes, quoi. Donc voilà. Bernard, oui, aussi l'idée qui est cette compétition en duo, c'est de créer une symbiose entre le non-voyant et le voyant qui va l'accompagner pendant cette quinzaine de kilomètres de compétition. Oui, c'est dans l'ADN de notre association, c'est la parité. Et au plus haut niveau de l'association, comme tout en bas, nous nous efforçons toujours qu'il y ait parité des voyants et non-voyants, à la fois dans les gens qui décident, dans les gens qui travaillent, dans les gens qui managent et dans les gens qui participent aux activités. Donc voilà, c'est notre bonheur d'être ensemble et c'est vraiment une des caractéristiques de notre association. Petit tour de table, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce triathlon? On va commencer par vous, Dominique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour cette performance? Qu'il ne pleuve pas, qu'il pleuve pas, que tout se passe bien, que chacun y trouve son bonheur et beaucoup de plaisir dans la pratique du sport. Et voilà, je ne suis pas forcément dans la compétition et les résultats, même si quelque part on y va quand même un petit peu pour concourir et faire de bons résultats, mais c'est pas l'essentiel, pour moi en tout cas, c'est pas l'essentiel de la journée. Côté association, qu'il fasse beau. On a eu un mois de septembre très compliqué, mais je crois que là la météo va être avec nous et qu'il va faire beau. Et je souhaite que beaucoup de gens viennent nous voir. Et je vous remercie de nous avoir invités pour faire un peu de publicité sur cet événement. Parce que plus il y a de gens qui viendront nous voir et qui seront sensibilisés au problème du handicap visuel, et bien plus on aura de moyens pour aider nos amis aveugles ou malvoyants. Et je rappelle que ce 5e triathlon national en duo, c'est ce samedi à partir de 8h30 au domaine du château de Versailles. Et plus d'infos sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Merci à mes 2 invités, Dominique Boucheron et Bernard de Gonneville, d'avoir été avec nous pour parler de ce triathlon. Merci Grégory. Avant de refermer ce journal, l'Académie équestre de Versailles a rouvert ses portes le week-end dernier après une pause estivale. Une nouveauté pour la rentrée, une visite des coulisses de l'Académie avec un guide conférencier. Il était déjà possible de la visiter seul mais sans explication. Désormais, le visiteur peut découvrir tous les secrets du lieu et le travail des écuyers. Camille Lambert. C'est un corps de ballet équestre avec ses artistes, qu'ils soient humains ou chevaux. À l'Académie équestre de Versailles, fondée par le chorégraphe Bartabas, les 10 écuyers et leurs montures forment un couple uni. Des années sont nécessaires pour arriver à ce résultat.
La relation entre l'écuyer et le cheval, c'est vraiment la base du travail ici. C'est pour ça, bien sûr, que Bartabas lui-même va essayer de choisir quel écuyer va monter quel cheval, avec des respects de proportions physiques, mais surtout de caractère, pour que ça s'adapte. Ce sont tous les matins que les écuyers passent 1 heure à faire travailler chacun de leurs chevaux. Chaque écuyer a en moyenne 4-5 montures à faire travailler. Un travail que les curieux sont invités à découvrir lors de visites guidées. Vous avez le nom du cheval, vous avez sa race, et ici vous avez le menu. Une plongée dans les coulisses à la rencontre des stars du spectacle comme Babilé, expert en cabriole, ou des salles d'importance. Ce que j'appelle toujours le Saint des Saints, c'est-à-dire la sellerie, qui est un lieu extrêmement fermé d'habitude, mais qui va permettre de voir les selles, les harnachements. Et tout au long de la visite, on va tout simplement voir le travail. On va voir les palefreniers au travail, on va voir les écuyers venant chercher leur cheval, le préparant, lui parlant. On va voir la nourriture des chevaux également. Donc c'est vraiment le quotidien, l'intimité de l'académie. Martine Anstedt accueillera des groupes de 30 personnes maximum pour partager ses secrets et anecdotes sur la vie à l'académie. Les visites sont proposées tous les dimanches à 10h30 sur réservation. C'est la fin de ce 7-8 journal. C'est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée à tous.